Bonjour nos chers élèves. Notre séance sera consacrée à la correction des deux exercices. Le premier exercice porte sur la similitude, le deuxième porte sur la géométrie dans l'espace. Je me présente, Sami Lakhdher, professeur de mathématiques au lycée pilote Menza 8. Passons alors à l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1, c'est la session principale, juin 2009. Compte tenu de l'exercice, similitude directe, similitude indirecte, symétrie orthogonale, composée d'une similitude directe et d'une symétrie orthogonale, forme complexe d'une similitude indirecte. Passons à l'exercice numéro 1. On va traiter, dans la partie numéro 1, on va étudier une similitude directe, connaissant le centre. On va déterminer les deux éléments caractéristiques, c'est-à-dire l'angle et le rapport. Puis, on va trouver quelques images de quelques points. Dans la deuxième partie, on va étudier la forme complexe d'une similitude indirecte, puis on va étudier la composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte. Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC, isocèle et rectangle en A. La mesure de l'angle orienté ABAC congrue à pi sur 2 modulo 2pi. On désigne par I, J, K et L les milieux respectifs des segments AB, BC, AC et JC. Faire une figure, voilà, on a une figure. On a ici I milieu de AB, J milieu de CB, K le milieu de AC et L ici le milieu de JC. On remarque ici que le triangle est un triangle isocèle, rectangle et de sens direct vu que la mesure de l'angle orienté AB et AC congrue à pi sur 2 modulo 2pi. Deuxième question, soit F la similitude directe de centre J qui envoie A sur K, c'est-à-dire l'image de J égale à J et l'image de A égale à K. On veut déterminer alors l'angle et le rapport de F, les deux éléments caractéristiques de F, vu qu'on a le centre. Un petit rappel. Une similitude directe de rapport différent de 1 est parfaitement déterminée par la donnée de son centre, son rapport et son angle. Le centre, le rapport et l'angle d'une similitude directe sont appelés les éléments caractéristiques de cette similitude. Une application F est une similitude directe de rapport différent de 1, de centre I et d'angle de mesure θ, si et seulement si, pour tout m distinct de I, d'image M' par F, c'est-à-dire F de M égale à M', on a Im' égale à Im, K fois Im, c'est-à-dire K égale à Im' sur Im, et la mesure de l'angle orienté Im égale à θ modulo 2pi. Donc, ici, on a les trois éléments caractéristiques, le centre I, le rapport K et l'angle θ d'une similitude directe. Je veux alors déterminer l'angle et le rapport de F. On sait que F, c'est une similitude directe de centre J et qui envoie A sur K, c'est-à-dire l'image de J égale à J, c'est le seul point fixe, et l'image de A égale à K. Voilà la figure. Donc, je veux déterminer alors l'angle et le rapport. C'est-à-dire, je veux chercher l'angle JA-JK. Voilà, JA-JK, c'est un angle. Voilà, c'est l'angle JA-JK. Et je veux chercher le rapport JK sur JA. JK sur JK. On remarque ici qu'on a IJKA, ce quadrilatère est un carré. On peut démontrer ça facilement. Si on démontre que IJKA est un carré, donc on peut déduire l'angle et le rapport de F.
Donc, pour démontrer qu'on a un carré, c'est quoi un carré? Un carré, c'est un quadrilatère. AIJKA est un quadrilatère qui est un parallélogramme et aussi on a deux côtés consécutifs égaux et perpendiculaires. Donc, il suffit de démontrer que IJKA est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs perpendiculaires et de même longueur. On remarque ici que si on a J milieu de BC, K milieu de AC, alors le vecteur KJ égale à 1 demi le vecteur AB. Et puisque I milieu de AB, alors KJ égale à le vecteur AI. Et puisque les points K, J, I, A ne sont pas alignés, alors KJIA est un parallélogramme. En plus, on a la distance AI égale à 1 demi la distance AB, la distance AK égale à 1 demi la distance AC, donc AI égale à AK, vu que le triangle ABC est un triangle isocèle, c'est-à-dire on a AB égale à AC. Et on a aussi l'angle AI-AK est le même, à même mesure que l'angle AB-AC, égal à pi sur 2. On va écrire ça. Voilà. Je vais répéter ça. Dans le triangle ABC, on a K le milieu de AC, et J est le milieu de BC, et I le milieu de AC. Alors KJ égale à 1 demi AB égale à AI. Donc KJ égale à AI, et les points KJ, AI ne sont pas alignés. Donc le quadrilatère KJIA est un parallélogramme. Et puisque AI égale à AK, pourquoi? Parce que AI égale à 1 demi AB, AK égale à 1 demi AC, et ABC isocèle, donc AI égale à AK. En plus de ça, la mesure de l'angle orienté AI-AK congrue à AB-AC. Pourquoi? Parce que AI et AB sont collinéaires et de même sens, c'est-à-dire déjà ici on a AI égale à 1 demi AB. Donc je peux remplacer un vecteur par un vecteur qui lui est collinéaire et de même sens. Or on a AI égale à 1 demi AB, AK égale à 1 demi AC, donc la mesure de l'angle orienté AI-AK égale à la mesure de l'angle orienté AB-AC, et on sait que AB-AC égale à pi sur 2. Et voilà la conclusion alors. Le vecteur KI égale à vecteur AI, la distance AI égale à AK, deux côtés consécutifs, et l'angle entre AI et AK est congru à pi sur 2 modulo de pi. Par suite, AIJK est un carré direct dont JA est une diagonale. Voilà la figure. Donc, JA est une diagonale du carré. Donc, je peux dire alors que l'angle JA-JK congru à moins pi sur 4, et voilà, c'est l'angle de la similitude directe. Pour le rapport, on sait que JK sur JA, donc ici on a un triangle isocèle rectangle en K, donc JK égale à, on sait que JK égale à 1 demi AB, JA égale à 1 demi BC. Pourquoi JA égale à 1 demi BC? Parce qu'on sait que JA égale à JC égale à JP, donc JA égale à 1 demi BC, car J est le milieu de BC. Et on a ici, dans un triangle rectangle, si J est le milieu de l'hypoténuse, alors on sait que la distance JA égale à la distance JB égale à la distance JC. Donc JA égale à JC égale à 1 demi BC. Donc 1 demi AB sur 1 demi BC, AB sur BC, et on sait que ABC est un triangle rectangle, donc la distance BC, c'est égal à racine de 2 la distance AB, parce que BC est l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle en A. Donc AB sur racine de 2 AB égale à racine de 2 sur 2. Donc le rapport de F, c'est racine de 2 sur 2, et l'angle de F, JA, JK, congru à moins pi sur 4. Donc je peux conclure que la similitude directe F a pour centre J, a pour angle moins pi sur 4 et a pour rapport racine de 2 sur 2. Donc les trois éléments caractéristiques de F, on a trouvé les trois éléments caractéristiques de F. Le centre, le rapport et l'angle. Deuxième question.
justifier que f de k égale à L. Je veux trouver l'image de k par l'application ou la similitude directe f, c'est-à-dire il faut trouver le rapport entre JL, il suffit de trouver le rapport entre JL et JK. JL sur JK, il faut le trouver égal à racine de 2 sur 2. Et il faut trouver que l'angle entre JK et JL, moins pi sur 4, l'angle de la similitude. Or, F, on sait que F c'est une similitude directe de centre J et d'angle moins pi sur 4. Donc, pour démontrer que l'image de K égale à L, il suffit de chercher le rapport JL sur JK. On sait que JL, voilà le schéma, on sait que JL, c'est le moitié de JC, et on sait que JC égale à 1 demi BC. Donc JL égale à 1 quart de BC. JK égale à 1 demi de AB, on a démontré ça. Donc on a ici 1 quart de BC sur 1 demi de BC nous donne BC sur 2BA. Et on sait que BC, c'est racine de 2 de BA, parce que BC, c'est l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle en A. Donc, on a ici racine de 2BA sur 2BA égale à racine de 2 sur 2. Il nous reste l'angle. Donc, on sait que JK, JI, congru à BA, BC. Pourquoi? Parce que JK et BA collinéaires et de même sens. Et JL et BC collinéaires et de même sens. Voilà pourquoi JK égale à 1 demi BC, JL égale à 1 quart BC. Donc, on a ici JK, JL congru à BA, BC. Par suite, on sait que BA, BC congru à moins pi sur 4 parce que ABC est un triangle isocèle et rectangle OA. Donc, BA, BC nous donne moins pi sur 4. Donc, on a ici, je répète, F c'est une similitude de centre J. Le rapport JL sur GK égale à racine de 2 sur 2. La mesure de l'angle orienté JK, JL est moins pi sur 4. Par suite, l'image de K égale à L. Voilà. Question petit c. Soit H le milieu du segment AJ. Justifiez que F de I égale à H. Donc, avec la même méthode, F, similitude directe de centre J de rapport racine de 2 sur 2 et d'angle moins pi sur 4. Donc, pour trouver l'image de I égale à H, il suffit de démontrer que le rapport JH sur JI égale à racine de 2 sur 2 et l'angle, la mesure de l'angle géométrique GI, GH est moins pi sur 4. Voilà la figure. Donc, on a JH sur JI, voilà, JH sur JI. On sait que JH égale à 1 demi GA parce que H milieu de AJ. Et JI égale à 1 demi AC. Donc, 1 demi, on va simplifier ça, nous donne JA sur AC. Et JA, on sait que JA égale à 1 demi BC, on a démontré ça, sur AC. Donc, et on sait que BC, c'est racine de 2 AC. BC, c'est racine de 2 AC. Comme ABC est un triangle isocèle rectangle en A et BC l'hypoténuse. Donc, nous donne racine de 2 sur 2 AC sur AC. On va simplifier par AC, nous donne racine de 2 sur 2. Donc, JH sur JI égale à racine de 2 sur 2. Il nous reste la mesure de l'angle orienté JI, JH. Or, JI, JH, JI, JH, congru à CA, JA. Pourquoi? Parce que JI et CA sont collinéaires et de même sens, et JH et JA sont collinéaires aussi de même sens, parce que CA égale à 2JI et JA égale à 2JH. Donc, JI, JH congru à CA, JA. Et on sait que CA, JA congru à AC, AJ. On peut permuter les deux. Donc, CA nous donne AC et JA égale à... on va remplacer CA par moins AC, et JA par moins AJ. Et on peut simplifier moins et moins. Donc, ici, on a AC, AJ congru à combien alors? Congru à moins pi sur 4 modulo 2pi. Pourquoi? Parce qu'on sait que AIJK est un carré. Donc, AC
AJ congru à AK, AJ congru à moins pi sur 4. On a démontré ça. Donc, ainsi, f de i égale à h. Je répète, f, similitude directe de centre J, JH sur JI égale à racine de 2 sur 2. La mesure de l'angle géométrique JI, JH congrue à moins pi sur 4 modulo de pi, alors l'image de I égale à H. Troisièmement, on munit le plan du repère orthonormé direct ABAC. Soit phi l'application du plan dans lui-même qui, à tout point d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale à moins 1 plus I sur 2 Z bar plus 1 plus I sur 2. Je veux démontrer que phi est une similitude indirecte de centre C. On a un théorème, un petit rappel. Donc, le plan complexe P rapporté à un repère orthonormé direct OIJ, soit F, une application du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe Z, associe le point M' d'affixe Z'. L'application F est une similitude indirecte de centre I et de rapport K différent de 1. J'insiste sur K différent de 1. Si et seulement si, il existe deux nombres complexes A et B tels que Z' égale à AZ bar plus B. Dans ce cas, le rapport K égale à module de A et le centre égale à AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Et s'il existe le centre, il existe d'une façon unique. Pourquoi? Parce que le rapport, on sait qu'une similitude de rapport différent de 1, toujours elle admet un seul point invariante qui est le centre de cette similitude. Voilà. Donc je veux démontrer que phi est une similitude indirecte. Donc on a ici l'image de M d'affixe Z égale à M' d'affixe Z' telle que Z' égale à moins 1 plus I sur 2 Z bar plus 1 plus I sur 2. L'écriture complexe de phi est de la forme AZ bar plus B avec A égale à moins 1 plus I sur 2 et B égale à 1 plus I sur 2. Et puisque module de A égale à module de moins 1 plus I sur 2 égale à racine de 2 sur 2 différent de 1, donc phi est une similitude indirecte de rapport racine de 2 sur 2. Montrons que C est le centre de phi. Comment on peut démontrer qu'un point est le centre d'une similitude indirecte à l'aide de l'écriture complexe? Comment on peut démontrer ça? On a deux méthodes ici. Première méthode, donc on sait que si Z' égale à AZ bar plus B et module de A différent de 1, alors phi c'est une similitude indirecte de centre I avec l'affixe de I égale à AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Donc on va chercher l'affixe du centre et on va démontrer que l'affixe du centre égale l'affixe du point C. Or, A égale à moins 1 plus I sur 2, B égale à 1 plus I sur 2, soit I le centre de phi, donc ZI égale à AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Donc nous donne AB bar, on a 1 plus I fois 1 moins I, Z fois Z bar égale à A carré plus B carré, donc nous donne moins 1 plus 1 plus 1 plus I sur 2, donc nous donne ici I sur 2 sur 1 moins 1 demi, nous donne I sur 2 sur 1 demi, nous donne I donc égal à ZI. Ainsi, C est le centre de phi. Et elle est unique parce que module de K différent de 1. Donc ici, la première méthode, pour déterminer le centre d'une similitude, il suffit de calculer le rapport AB bar plus B sur 1 module de A au carré. Donc ZI égale à AB bar plus B sur 1 moins module de A au carré. Donc on a trouvé que ZI égale à ZC, donc C est le centre de phi. Deuxième méthode. Donc pour la deuxième méthode, il suffit de montrer que C est le seul point invariant. Donc ici on sait que ZC égale à I. Posons phi de C égale à C', et il faut trouver que C' égale à C. Tout simplement, on remplace l'affixe de C dans l'écriture complexe. On a alors, si l'image de C égale à C',
alors ZC' égale à moins 1 demi 1 plus I ZC bar plus 1 demi fois 1 plus I. Signifie quoi? Signifie que ZC' égale à moins 1 plus I fois 1 plus I, ZC bar égale à moins I, plus 1 demi fois 1 plus I. Signifie que ZC' égale 1 fois moins I, c'est moins I fois moins I, c'est 1. Et voilà, on va trouver 1 demi de I plus I plus I, 2I sur 2 nous donne I. Donc, l'image de C égale à C', d'affixe I, et I c'est l'affixe de C, d'où phi de C égale à C. Donc, C est un point invariant par phi, et quand phi est une similitude indirecte de rapport racine de 2 sur 2 différent de 1, on sait que si le rapport différent de 1, alors nécessairement le centre est unique. Donc, C est l'unique point invariant par phi qui n'est autre que le centre. Donc, on a ici deux méthodes pour démontrer ou pour déterminer le centre de phi. Question B. Donnez l'affixe des points I, K, J et H. On sait que si I milieu de AB, on a l'affixe de I, c'est la somme des affixes sur 2, de même pour K, pour J et pour H. Donc, ZI égale à ZA plus ZB sur 2 égale à 1 demi, ZK égale à ZA plus ZC sur 2 égale à 1 demi I, J milieu de BC alors ZJ, ZB plus ZC sur 2 égale à 1 demi plus 1 demi de I, et si H milieu de AJ alors ZH égale à ZA plus ZJ sur 2 égale à 1 plus I sur 4, donc égale à la forme algébrique, c'est 1 quart plus 1 quart de I. C'est-à-dire la partie réelle 1 quart et la partie imaginaire égale à 1 quart. Voilà la figure. On a I milieu de AB, J milieu de AC, K milieu de AC et I milieu de AB. On veut déterminer phi de I et phi de J. Pour déterminer phi de I à l'aide de la forme complexe de phi, il suffit de remplacer Z par ZI. Alors, on sait que Z' égale à AZ bar plus B. Je remplace Z par ZI. On a alors moins 1 demi fois 1 plus I Z bar I plus 1 demi fois 1 plus I égale, je remplace ZI bar par sa valeur, donc nous donne moins 1 quart 1 plus I plus 1 demi 1 plus I nous donne 1 quart fois 1 plus I. Donc, l'image de I, c'est ZH. Pourquoi? Parce que l'affixe de ZH égale à 1 quart plus 1 quart de I. Donc, phi de I égale à H. De même, je veux déterminer l'image de J. Je remplace l'affixe de J dans la forme complexe de phi. Donc, AB bar plus B, donc moins 1 demi fois 1 plus I, ZJ bar plus 1 demi fois 1 plus I. Je remplace ZJ bar par sa valeur, donc nous donne moins 1 demi fois 1 plus I, et ZJ bar c'est 1 moins I sur 2, plus 1 demi fois 1 plus I. Donc nous donne alors 1 plus I fois 1 moins I nous donne 1 plus 1, 1 demi fois 1 demi nous donne 1 quart, donc moins 1 quart fois 2, plus 1 demi fois 1 plus I nous donne combien? Nous donne moins 1 demi plus 1 demi plus 1 demi de I égale à combien? ZK. Donc l'image de J égale à ZK. Conclusion, l'image du point I est le point H, l'image du point J c'est le point K. Par la similitude indirecte phi. Question B, déduire alors que phi égale à f rang SIK. Où f c'est la similitude définie dans la partie 2, on sait que f est une similitude directe. Et on sait que la symétrie orthogonale est une similitude indirecte de rapport 1. Et on sait encore que la composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte est une similitude indirecte. Or, on a phi est une similitude indirecte, f rang SIK est une similitude indirecte, il suffit que phi et f rang SIK coïncident en deux points distincts pour conclure que phi égale à f rang SIK. Voilà. On répète alors. SIK est un antidéplacement, alors c'est une similitude indirecte.
par suite, f rang SIK est une similitude indirecte comme composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte. Donc, phi et f rang SIK de même nature. Les deux sont deux similitudes indirectes. En plus, on sait que l'image de I par f rang SIK, SIK de I nous donne I parce que I appartient à IK. Donc, f de SI de I nous donne f de I, et on sait que f de I égale à H. De même, f rang SI de J égale à f SI de K de J. On sait que SIK de J égale à f de A. Donc, SIK de J égale à A, et f de A nous donne égal à K. Donc, on a phi de I égale à f rang SIK de I égale à H, phi de J égale à f rang SIK de J égale à K, et I différent de J. Donc, les deux similitudes phi et f rang SIK sont deux similitudes indirectes qui coïncident en deux points distincts. Par suite, phi égale à f rang SIK. Phi et S rang SIK sont deux similitudes indirectes qui coïncident sur deux points distincts. Par suite, phi égale à f rang SIK. Donc, on a trouvé que les deux similitudes coïncident partout. Phi est une similitude indirecte égale f rang SIK parce que phi et f rang SIK coïncident en deux points distincts. Question 4. Soit delta l'axe de la similitude indirecte. Tracé delta. Un petit rappel. On a la propriété suivante. Soit f une similitude indirecte de centre I, de rapport K différent de 1, d'axe D, si U un vecteur directeur de D, alors la mesure de l'angle orienté U et M' congrue à moins U et M modulo de pi, c'est-à-dire alors que delta, l'axe d'une similitude indirecte, c'est la droite qui porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique MI, M'. Donc, ici, la propriété, donc delta, l'axe d'une similitude, c'est la droite qui porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique IM et M'. Maintenant, on va déterminer l'axe de notre similitude. On a ici phi, similitude, est une similitude indirecte d'axe delta et de centre C, qui envoie I en H et J en K. Donc, il suffit d'utiliser l'image de I en H ou l'image de J en K. Et on sait que c'est le centre. Donc, d'après la propriété, delta est la droite qui porte la bisectrice intérieure de l'angle géométrique CI, CH, ou encore CJ, CK. Et voilà la figure. Voilà, on a ici delta, la bisectrice intérieure de CI, CH, ou encore CK, CI, CH, ou CK, CL. Voilà, CK, CJ, delta, la bisectrice de CH, CI et CK, CJ. D'où la construction de la droite delta. Petit b, la droite delta coupe les droites IK et IHL respectivement en P et Q. Montrez que l'image de P égale à l'image de P par F égale à l'image de P par phi. Et en déduire que l'image de P égale à Q. Voilà la figure. Donc ici, on a delta coupe IK en P et HL en Q. Je veux démontrer que l'image de P égale à F de P. On sait que P appartient à la droite IK. P appartient à la droite IK. Donc, SIK de P, c'est P. Parce que chaque point qui se trouve sur la droite IK, c'est un point invariant par SIK. IK, c'est l'axe de la symétrie orthogonale SIK. Donc, chaque point qui se trouve sur la droite IK est un point invariant. Donc, on a P appartient à IK, donc l'image de P égale à P. D'où phi de P. On sait que phi égale à F rang SIK, d'après la question petit a. Donc,
phi de P égale à F rond SIK de P. Et on sait que SIK de P égale à P. Par suite, phi de P nous donne F SIK de P égale à P, donc égale à F de P. Donc, phi de P égale à F de P. Je répète, je veux démontrer que l'image de P par phi égale à l'image de P par F. On sait que F de P égale à F de phi de P égale à SF rond SIK de P. SIK de P égale à P car P appartient à la droite IK. Donc phi de P égale à F SIK de P égale à P, donc égale à F de P. Donc phi de P égale à P. Maintenant, on veut démontrer que l'image de P égale à Q. Deuxième question, montrer que l'image de P égale à Q. On sait que P appartient à IK. Alors l'image de P appartient à l'image de IK. On sait que F de IK égale à LH. Donc, phi de P appartient à LH. Je répète, P appartient à IK, alors l'image de P appartient à F de IK. Et on sait que F de IK égale à LH, d'après la première partie. Donc, F de P appartient à LH. Par suite, phi de P appartient à LH, car F de P égale à phi de P. Or, P appartient à delta, et delta l'axe de phi, d'où phi de P appartient à phi de delta. Et on sait que l'axe d'une similitude indirecte est invariant, est globalement invariant par la similitude indirecte. Si delta est l'axe de phi, alors l'image de delta, c'est delta. Parce que delta est globalement invariant par l'application phi, vu que delta est l'axe de phi, et phi, c'est la symétrie, c'est la similitude indirecte. Donc, je répète, on sait que P appartient à delta, donc l'image de P appartient à l'image de delta, et l'image de delta égale à delta, donc phi de P appartient à delta. On sait alors que phi de P appartient à LH, et phi de P appartient à delta, donc phi de P appartient à l'intersection de LH et delta. Et on sait que LH et delta, voilà, LH et delta, c'est le point Q, qui est en rouge ici, donc phi de P égale à Q. Donc, je répète, on sait que f de P égale à phi de P. Et on a P appartient à IK. P appartient à la droite IK. Donc, f de P appartient à f de IK. Et on sait, d'après la première partie, f de IK égale à LH. Donc, f de P appartient à LH. Et on sait que f de P égale à phi de P. Donc, phi de P appartient à LH. Phi de P, c'est un point, donc il faut trouver l'intersection des deux droites. Donc, P appartient à delta. Et delta, l'axe de phi, d'où phi de P appartient à phi de delta. Et delta est globalement invariant par phi, parce que delta est l'axe de phi. Et phi, c'est une similitude indirecte. Donc, phi de P appartient à delta. Donc, phi de P appartient à l'intersection de LH et delta. Or, d'après la figure, on a phi de P appartient à delta inter LH. Delta inter H, c'est le point Q. Par suite, l'image de P égale à Q. Passons alors à l'exercice numéro 2. Contenu, on a ici produit vectoriel dans l'espace. C'est un extrait de bac 2014, c'est un exercice sur les géométries dans l'espace. Donc, le contenu de cet exercice, le produit vectoriel dans l'espace, équation d'un plan dans l'espace, position de deux plans, équation d'une sphère, position d'un plan et d'une sphère, translation dans l'espace. Voilà l'énoncé de l'exercice. Voilà la figure. Donc ici, on a un cube. Donc l'espace muni d'un repère orthonormé direct AI, JK. A, B, C, D, E, F, G, le cube, tel que AB égale à 6I, AD égale à 6J, AE égale à 6K. Donc, on va étudier la position entre les plans E, B, G et le plan A, H, C dans la première partie. Pour la deuxième partie, on va étudier
l'équation d'une sphère et la position relative entre la sphère et les deux plans P et Q. Puis, on va chercher ou on va déterminer l'image d'une sphère et l'image de l'intersection de la sphère avec les plans P et Q. Question numéro 1. Déterminer les composants du vecteur, le produit vectoriel AB, AC, AH. Donc, déterminer les composants du vecteur AC, AH. Produit vectoriel AC, AH. Rappel, l'ensemble W des vecteurs de l'espace est muni d'une base orthonormée directe IJK. Si les composants de U, A, B, C et le composant de V, A', B', C', alors le produit vectoriel UV est le vecteur, voilà, BC' moins CB' fois I, moins AC' moins CA' fois J, plus AB' moins BA' fois K. Donc les composantes du produit vectoriel UV sont BC' moins B'C, moins AC' moins A'C et AB' moins A'B. On sait que ABCD est un carré. Donc, le vecteur AC égale à le vecteur AB plus le vecteur AD. Je veux calculer le produit vectoriel AC et AH. Donc, il faut chercher ou il faut déterminer les composantes des vecteurs AC et AH. On a ABCD, EFGH est une cube. Donc ABCD est un carré dont AC égale à AB plus AD, signifie que AC égale à 6I plus 6J. Parce que AB égale à 6I, AD égale à 6J. ADHE est un carré, donc le vecteur AH égale AD plus AE. On sait que AD égale à 6J et AE égale à 6K. Donc les composantes du vecteur AC sont 6, 6, 0 et les composantes du vecteur AH 0, 6, 6. Donc le produit vectoriel égal à V, donc nous donne 6 fois 6, 36 moins 0 nous donne 36. 6 fois 6, 36 moins 0 nous donne 36, j'ajoute signe moins. Puis 6 fois 6, 36 moins 0 nous donne 36. Donc le produit vectoriel AC et AH, c'est le vecteur V de composantes 36, moins 36 et 36. Petit b, déduire une équation du plan P. Donc pour déterminer l'équation d'un plan, il suffit de trouver un vecteur normal et un point. Voilà. Donc, l'équation cartésienne en général d'un plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec A, B, C sont les composantes d'un vecteur normal au plan P. On sait que le produit vectoriel de AC et AH, c'est V. On sait que V orthogonal à AC, le produit vectoriel toujours orthogonal à AC. Le produit vectoriel de AC à AH, c'est un vecteur orthogonal à AH. Et on sait que A, H et C sont non alignés, 3 points non alignés. Donc V est un vecteur normal au plan P, ACH. Je répète, le vecteur V orthogonal à AC, le vecteur V orthogonal à AH et AAC non aligné. Par suite, V est un vecteur normal au plan ACH. Donc le plan, donc les composantes de V, 36, moins 36, 36, sont A, B et C. Donc je remplace A par 36, B par moins 36 et C par 36. Donc le plan P a pour équation 36x moins 36y plus 36z plus D égale à 0. Pour trouver D, il suffit de remplacer un point du plan dans l'équation cartésienne de P. Puisque A a un point de P, donc je remplace les coordonnées de A, 0, 0, 0, dans le plan. Donc on va trouver que D égale à 0. Il en résulte que P a pour équation 36x moins 36y plus 36z égale à 0. Je simplifie, je divise par 36 à gauche et à droite. On va trouver que P a pour équation x moins y plus z
égale à 0. Voilà donc l'équation d'un plan toujours est de la forme AX plus BY plus CZ plus D. On a ici A égale à 1, B égale à moins 1, C égale à 1 et D égale à 0. Donc l'équation du plan P est X moins Y plus Z égale à 0. Donc le plan P, c'est un plan qui a pour vecteur normal 1, moins 1, 1. Et chaque vecteur collinéaire au vecteur n, 1, moins 1, 1 est un vecteur normal. Donc un plan possède une infinité des vecteurs normaux. Maintenant, je veux démontrer que P et Q sont parallèles et donner une équation du plan Q. Comment on peut démontrer que deux plans sont parallèles? On a deux méthodes. Première méthode. Deux plans sont parallèles si et seulement si tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. Voilà la figure. On a deux plans parallèles si tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. Donc, on va utiliser cette méthode. Première méthode, on pose Q égale à EGB. Donc, le vecteur normal de EGB, on note GE, un vecteur, un parmi les vecteurs normaux. On note ça, GE vectoriel GB est un vecteur normal de Q. Un parmi les vecteurs normaux de P, AC vectoriel AH est un vecteur normal de P. Or, GE vectoriel GB égale CA, voilà la figure. Donc, je peux remplacer GE par CA, GE, je peux remplacer par GA, le vecteur GA, GE égale le vecteur CA, et je peux remplacer GB par HA. Donc, GE vectoriel GB égale à CA vectoriel HA. Je peux remplacer CA par AC, en même temps, il faut remplacer HA par AH. On a trouvé alors que le produit vectoriel GE, GH égale produit vectoriel AC, AH. Donc, les deux plans P et Q ont des vecteurs normaux collinéaires où ici, on a trouvé que le vecteur normal de Q est le même que le vecteur normal de P. Par suite, les plans P et Q sont deux plans parallèles. Je répète, pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de démontrer qu'un vecteur normal AP est un vecteur normal AQ, où les deux vecteurs normaux sont collinéaires. Deuxième méthode, voilà, D1 et D2 sont deux droites séquentes du plan P, parallèles à deux droites séquentes du plan P'. Donc il suffit de trouver deux droites séquentes dans le plan P, parallèles à deux droites séquentes dans le plan P' pour démontrer ou pour dire que les deux plans sont parallèles. On sait que EG est parallèle à AC et EB est parallèle à CH. EG inclus dans le plan Q, EB inclus dans le plan Q et AC et ECH inclus dans le plan P. Et on a EG et EB sont deux droites séquentes et AC et CH sont deux droites séquentes. Donc on a trouvé deux droites parallèles, 2 à 2, séquentes, deux droites séquentes dans le plan P, parallèles à deux droites séquentes dans le plan Q, par suite P parallèle à Q. Et voilà la deuxième méthode. Maintenant, on veut déterminer l'équation, deuxième partie du question. Donc on veut chercher ou on veut déterminer l'équation du plan Q. On sait que P et Q sont deux plans parallèles. Donc tout vecteur normal AP est un vecteur normal AQ. On peut utiliser le vecteur normal de P pour dire que c'est un vecteur normal AQ. On a alors P parallèle à Q et P a pour équation x moins y plus z égale à 0. Alors n, les composantes de n, 1 moins 1, 1, est un vecteur normal de P, est un vecteur normal aussi de Q. Donc Q a pour équation x moins y plus z plus d' égale à 0. Et on sait pour déterminer d', il suffit de trouver un point. On sait que le point B, voilà, le point B appartient à Q. Et les coordonnées de B
6, 0, 0 appartient à Q. Donc, on remplace le point B, les coordonnées du point B dans le plan Q. On va trouver que D' égale à moins 6. Donc, le plan Q a pour équation x moins y plus z moins 6 égale à 0. On remarque que P a pour équation x moins y plus z égale à 0 et Q a pour équation x moins y plus z moins 6 égale à 0. Donc, ici, les coefficients, donc P et Q ont même coefficient. A égale à 1, B égale à moins 1, C égale à 1 et D ici 0 et ici c'est moins 6. Donc, pour trouver l'équation cartésienne de Q parallèle à P, il suffit de dire que P et Q ont même vecteur normal et de trouver un point du plan Q pour chercher quatrième coefficient D. Donc ici, on a trouvé que, ou on a prouvé que P et Q sont deux plans parallèles et on a trouvé que l'équation de Q est x moins y plus z moins 6 égale à 0. Question 2. Soit est-ce la sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 2z égale à 0. Déterminez le rayon de S et les coordonnées de son centre. Un petit rappel. Soit I un point de l'espace et R un réel strictement positif. On appelle sphère de centre I et de rayon R l'ensemble des points M de l'espace tels que la distance IM égale à R. Et on note S, IR, indice IR. C'est-à-dire I, c'est le centre et R, c'est le rayon. Donc c'est quoi une sphère? Et l'ensemble des points de l'espace tels que IM égale à R. Avec I et le centre et M et R et le rayon. Et R, c'est un réel strictement positif. Soit est-ce la sphère de centre I, ABC et de rayon R. On sait que M appartient à S si seulement si IM égale à R. Je remplace la distance IM par l'expression, donc la distance, on a racine de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à R. Donc x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à R au carré. Et voilà l'équation réduite d'une sphère. Donc l'équation réduite d'une sphère nous donne le centre de coordonnées A, B, C et de rayon R. Donc l'équation d'une sphère x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré nous donne R au carré. Un petit rappel sur les sphères. Pour déterminer l'équation où le centre de S et le rayon de S, il suffit d'utiliser la formule suivante. Donc x carré plus ax nous donne x plus a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré, c'est la forme canonique, ou si on a insigne moins, de même, x carré moins ax nous donne x moins a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré. On va utiliser la formule suivante. Donc x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 2y moins 2z égale à 0, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Il faut l'écrire sous forme réduite pour déterminer le centre et le rayon. Donc, signifie x carré moins 2x, voilà, plus y carré plus 2y, plus z carré moins 2z nous donne 0. X carré moins 2x, voilà, on va remplacer a par 2. X carré moins 2x nous donne x moins 2 sur 2 au carré moins 2 sur 2 au carré, nous donne x moins 1 au carré moins 1 au carré égale à 1. Plus y plus 1 au carré moins 1 au carré, c'est moins 1, voilà. Plus z moins 1 au carré moins 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, nous donne combien? Nous donne 0. Signifie x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré plus z moins 1 au carré égale à 3. C'est l'équation réduite de la sphère qui nous donne le centre et le rayon de la sphère. Donc, S est une sphère de centre I de coordonnées 1, moins 1, 0 et de rayon R égale à racine de 3. Donc, d'après l'équation cartésienne, je peux déduire l'équation réduite pour déterminer le centre et le rayon de la sphère. Donc, la sphère S a pour centre le point I de coordonnées 1, moins 1, 2 et de rayon R égale à racine de 3. Soit J le projeté orthogonal de A sur le plan Q,
montrer que AJ est un diamètre de S. Donc, soit J, le projeté orthogonal de A sur Q. C'est-à-dire ici, on a le projeté orthogonal d'un point sur un plan. On va trouver les coordonnées du point J, puis on peut démontrer alors facilement que AJ est le diamètre de S. Pour démontrer que AJ est le diamètre de S, il suffit de démontrer que la distance AJ égale à 2 fois le rayon et les deux points A et J appartiennent à S. Donc, il suffit de déterminer les coordonnées du point J. Donc, ici, on a soit J le projeté orthogonal de A sur Q. Alors, J, voilà la figure. Donc, on a J le projeté orthogonal de A sur Q. Donc, J appartient à delta inter Q. Voilà, J appartient à delta inter Q. Avec delta, c'est quoi? La perpendiculaire à Q est passant par A. Donc, delta, la droite qui passe par A est perpendiculaire à Q. Donc, J est un point de delta et J est un point de Q. Donc, J appartient à l'intersection du plan Q et de la droite qui passe par A et de vecteur directeur N. Pourquoi N est un vecteur directeur de delta? Parce que delta est une droite perpendiculaire au plan Q. Et N est un vecteur normal à Q. Donc, delta perpendiculaire à Q et N est un vecteur normal à Q, alors N est un vecteur directeur à la droite delta. Par suite, J est l'intersection de la droite delta avec le plan Q. Donc, on va utiliser l'intersection pour trouver X, Y et Z. Donc, signifie J appartient à Q et J appartient à delta. Donc, J appartient à l'intersection de Q et delta, c'est-à-dire J appartient à Q et J appartient à delta. Donc, J vérifie l'équation de Q et J vérifie l'équation de la droite qui passe par A et de vecteur directeur 1, moins 1, 1. Donc, la droite qui passe par A et de vecteur directeur 1, moins 1, 1 a pour représentation paramétrique x égale à alpha, y égale à moins alpha et z égale à alpha. Signifie, je remplace x, y et z par ces valeurs, donc on va trouver x, on va remplacer x par alpha, y par moins alpha et z par alpha. On va trouver que 3 alpha moins 6 égale à 0, c'est-à-dire alpha égale à 2. Donc je remplace dans x, nous donne x égale à 2, y égale à moins 2 et z égale à 2. Donc ici, on a trouvé que le point J est un point et le point d'intersection de la droite delta avec le plan Q. Donc, l'intersection de la droite delta avec le plan Q, donc on sait que la droite delta a pour représentation paramétrique x égale à alpha, y égale à moins alpha, z égale à alpha. Pourquoi? Parce que cette droite passe par A c'est l'origine du repère, 0, 0, 0, et de vecteur directeur 1, moins 1, 1, donc 1 fois alpha, moins 1 fois alpha, alpha, et je remplace x par alpha, y par moins alpha, et z par alpha. On va trouver que alpha égale à 2, donc l'intersection entre delta et le plan Q, c'est le point J de coordonnées 2, moins 2, 2. Et J, c'est le projeté orthogonal de A sur le plan Q. Montrons que AJ est un diamètre de S. Donc, pour montrer que le segment AJ est un diamètre de S, il suffit de démontrer que la distance AJ égale à 2 fois R, le rayon, avec R, le rayon de la sphère, et il suffit de montrer que A appartient à S et J appartient à S. Pour démontrer que A appartient à S, je remplace les coordonnées de A dans l'équation réduite ou cartésienne, c'est la même chose, de la sphère S. On va trouver que voilà, 0 moins 3 au carré, plus 0 plus 1 au carré, plus 0 moins 1 au carré égale à 3. Donc, A appartient à S. De même, J appartient à S. Je remplace les coordonnées dans l'équation. En plus, on sait que la distance AJ, c'est racine carrée de 2 moins 0 au carré
moins 2 moins 0 au carré plus 2 moins 0 au carré nous donne racine de 2 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré nous donne racine de 12 égale à 2 racine de 3. Et on sait que le rayon de la sphère égale à racine de 3. Donc on a trouvé que A appartient à la sphère, J appartient à la sphère et la distance AJ égale à 2 fois le rayon. Par suite, AJ est un diamètre de S. Donc AJ est un diamètre de S et J le projeté orthogonal de A sur Q. Donc on a trouvé les coordonnées de J, puis on a démontré que AJ, le segment AJ, est un diamètre de S. Il suffit de démontrer que AJ égale à 2 fois rayon de S et A appartient à S et J appartient à S. Montrer que S est tangente à chacune des deux plans. Donc, pour démontrer qu'une sphère tangente à un plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Donc, pour démontrer qu'une sphère tangente à un plan, il suffit que la distance entre le centre de la sphère et le plan égale au rayon. Donc, il suffit ici de démontrer que la distance entre I, le centre de la sphère, et le plan P égale au rayon, et la distance entre I, le centre de la sphère, et le plan Q, de même égale à R. On a ici P parallèle à Q. J est le projeté orthogonal de A sur Q. A appartient à P. Voilà la figure. Donc, on a P parallèle à Q. P parallèle à Q. J, le projeté orthogonal de A sur Q. A appartient à P. Et J appartient à Q. Et on sait que I milieu de AJ. Pourquoi I milieu de AJ? Parce que AJ est le diamètre de S. Donc J est le diamètre de S. Donc on a ici I le milieu du segment AJ, car AJ est le diamètre de S. Donc A et J sont les projetés orthogonales de I, respectivement sur P et Q. Donc A projeté orthogonal de I, J projeté orthogonal de I sur Q. Et on sait que la distance entre un point et un plan est la distance entre ce point et ce projeté orthogonal et son projeté orthogonal sur ce plan. Donc je répète, la distance entre un point et un plan est la distance entre ce point et son projeté orthogonal sur ce plan. Or, on a J, le projeté orthogonal de I, on a prouvé que A, le projeté orthogonal de I, donc la distance IA, et on sait que la distance IA égale à R, donc la distance entre I et A, c'est la distance entre I et le plan P. Par suite, le plan P tangente à S. De même, la distance entre I et J égale la distance égale à R parce que J, c'est le projeté orthogonal de I sur le plan Q. Par suite, la distance IP égale à IA égale à R et la distance IQ égale à IJ égale à R, d'où S tangente à la fois à P et à Q. Donc on a trouvé que la sphère S est tangente aux deux plans P et Q. Pourquoi? Parce que la distance entre le centre et les deux plans égale à R. Donc le centre I, la distance entre le centre I et le plan Q égale à R, la distance entre le centre I et le plan Q égale à R, donc le plan P tangente à S en A et le plan Q tangente à S en J. Voilà, d'où S tangente à P et Q. Soit la translation du vecteur U 2i plus 4j plus 2k. C'est-à-dire les composantes de U sont 2, 4 et 2. Soit A' et J', les images respectives de A et J par T, c'est-à-dire T de A égale à A', T de J égale à J'. Déterminer les coordonnées de A' et J'. Un petit rappel. Donc, l'expression analytique d'une translation dans le cas général, voilà, l'espace est muni d'un repère orthonormé OIJK, et si U de composante ABC, un vecteur de l'espace, et on a M et M' deux points, on dit que l'image de M égale à M' par la translation de vecteur U signifie X', c'est-à-dire l'abscisse de l'image égale l'abscisse de M plus A, Y'
égale à y plus b, z' égale à z plus c, avec a, b, c sont les composantes du vecteur u. Donc l'image d'un point M de coordonnées x, y, z égale à un point M' de coordonnées x', y', z', avec la translation t de u de composante a, b, c, on a x' égale à x plus a, y' égale à y plus b et z' égale à z plus c. Voilà. Donc l'expression analytique de la translation t du vecteur u 2i plus 4i plus 2k est, voilà, on a ici x', y', z' égale à x, y, z, x plus 2, 2. Voilà, donc x plus 2, y plus 4, z plus 2. 2, 4, 2 sont les composantes du vecteur u. Donc l'image de A égale à A', avec A de coordonnées 0, 0, 0, nous donne le point A' de coordonnées XA' nous donne XA plus 2, YA', YA plus 2, ZA' égale à ZA plus 2. Je remplace XA, YA, ZA par ces valeurs. 0, 0, 0 nous donne XA' égale à 2, YA' égale à 4 et ZA' égale à 2. Donc l'image de A par la translation de vecteur U est le point A' de coordonnées 2, 4, 2. Donc, on a trouvé alors l'image, les coordonnées de A', image de A, par la translation de vecteur U. De même, on va trouver l'image du point J par la translation du vecteur U. On sait que l'image de U, de J, par la translation du vecteur U égale à J', nous donne XJ' c'est égal à XJ plus 2, YJ' égale à YJ plus 2, ZJ' égale à ZJ plus 2. Je remplace XJ, YJ, ZJ par les valeurs, donc on va trouver que XJ' égale à 4, 2 plus 2 nous donne 4, 4 moins 2 nous donne 2, et 2 plus 2 nous donne 4. Donc l'image de J égale à J' de coordonnées 4, 2, 4. Donc on a trouvé l'image de A par la translation de vecteur U et on a trouvé l'image de J par la translation du vecteur U à l'aide de l'expression analytique de T de U. Donc je répète, l'image de A égale à A', l'image de J égale à J'. A' a pour coordonnées 2, 4, 2 et J' a pour coordonnées 4, 2 et 4. Déterminer S', l'image de S par T. Donc, je veux déterminer l'image d'une sphère. On sait que l'image d'une sphère par une translation est une sphère de même rayon et de centre, l'image du centre de la sphère S. Donc, l'image d'une sphère est une sphère de même rayon. Un petit rappel, donc voilà. Donc, un petit rappel sur les images. Donc, l'image d'une droite par une translation de l'espace est une droite qui lui est parallèle. Donc, toujours l'image d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle. L'image d'un plan par une translation de l'espace est un plan qui lui est parallèle. Donc, on peut trouver que l'image de delta nous donne delta' parallèle à delta, mais si le vecteur de translation est un vecteur directeur à delta, alors l'image de delta, c'est elle-même, l'image de delta égale à delta, si U directeur à delta. De même, si U est un vecteur du plan, alors l'image de P reste P. Mais en général, l'image d'un plan par une translation est un plan qui lui est parallèle. Si le vecteur est un vecteur du plan, alors l'image de P reste P. L'image d'une sphère par une translation de l'espace est une sphère de même rayon et de centre, l'image de centre. Donc l'image d'une sphère S par une translation dans le cas général est une sphère de même rayon et de centre, l'image du centre. Donc ici, pour trouver l'image de S, il suffit de trouver l'image du centre de S. Égard de le même rayon, c'est racine de 3. On va trouver l'image d'une sphère avec deux méthodes ici. Donc l'image de S de centre I de rayon racine de 3, c'est la sphère S', sphère de centre TU de I, car l'image d'une sphère est une sphère de centre, l'image du centre, et de même rayon racine de 3. Il suffit de remplacer les coordonnées de I dans l'expression analytique de TU. On va trouver que XI'
égale à xi plus 2 égale à 3, yi' égale à yi plus 4 nous donne 3, et zi' égale à zi plus 2 nous donne 3 encore. Donc, l'image de la sphère de centre I nous donne la sphère S' de centre I', image de I de coordonnées 3, 3, 3 et de rayon racine de 3. Donc, l'image de S de centre I et de rayon racine 3, c'est la sphère de centre I' de coordonnées 3, 3, 3 et de rayon racine de 3. On peut utiliser une autre méthode. Deuxième méthode, on sait que dans cet exercice que la sphère de diamètre AJ. Donc l'image de la sphère de diamètre AJ est une sphère de diamètre, l'image de AJ. Donc la sphère S de diamètre AJ, donc son image S' par T et la sphère de diamètre, l'image de AJ. On sait que l'image de A égale à A', on a trouvé ses coordonnées, et l'image de J égale à G'. Donc l'image de la sphère de diamètre AJ, c'est une sphère de diamètre A'G', ou encore l'image de la sphère de centre I de rayon racine de 3, c'est la sphère de centre I' et de rayon racine de 3. Donc on a trouvé deux méthodes pour déterminer notre sphère, l'image de la sphère S. Donc montrer que S' est tangente aux deux plans P et Q et déterminer leur point de contact. On remarque que U scalaire n égale à 0. N, U, c'est le vecteur de translation, et N, le vecteur normal du plan. Donc, le produit scalaire égal à 0 nous donne que U et N sont deux vecteurs orthogonaux. Par suite, U et N sont vecteurs par suite, donc N est un vecteur normal à P et Q, alors U, c'est un vecteur du plan P. Je répète alors. Donc, on a ici U et N sont deux vecteurs orthogonaux. Et puisque N est un vecteur normal à P et Q, on sait que N c'est un vecteur normal à P et Q, alors U c'est un vecteur du plan P et Q. Donc, U est un vecteur du plan P et Q, c'est-à-dire l'image de P nous donne P et l'image de Q égale à Q. Pourquoi U est un vecteur de P et Q? Parce que U orthogonal à N. Comment on a démontré que U orthogonal à N avec N, vecteur normal à P et Q? Il suffit de calculer le produit scalaire. On sait que si le produit scalaire entre deux vecteurs égale à 0, alors ces deux vecteurs sont orthogonaux. Par suite, le vecteur U est un vecteur du plan P et est un vecteur du plan Q. Et on sait que si U est un vecteur du plan P, alors l'image de P égale à P. Et si U est un vecteur du plan Q, alors l'image de Q égale à Q par la translation. Donc, on a ici T de P égale à P, T de Q égale à Q. On sait que la translation conserve le contact. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? S tangente à P en A. On sait que S est tangente à P en A. Alors, T de S est tangente à T de P en T de A. Parce que la translation conserve le contact. Donc, si S tangente à P en A, on a trouvé ça dans la question 2. Donc, l'image de S est tangente à l'image de P en T de A. Par suite, on sait que T de S égale à S', et on sait que l'image de P égale à P, donc S' tangente à P en A', parce que l'image de A égale à A'. Je répète, S tangente à P en A. On a prouvé ça. Et on sait que la translation conserve le contact. Donc, l'image de S est tangente à T de P en T de A. T de A, c'est-à-dire l'image de A. Donc, l'image de S est tangente à l'image de P en l'image de A. L'image de S égale à S', l'image de P égale à P, parce que U est un vecteur du plan P, donc l'image de P égale à P, et l'image de A égale à A'. Donc, S' est tangente à P en A'. De même, on démontre que S' tangente à AQ. On sait que S est tangente à Q en J. Donc, l'image de S est tangente à l'image de Q en T de J, parce que la translation conserve le contact. Et on sait que l'image de S égale à S', et on a prouvé
que l'image de Q égale à Q, car le vecteur de translation est un vecteur de Q, donc S' est tangente à Q en T de J égale à J'. Donc on a prouvé que la sphère S' est tangente à P en A' et S' est tangente à Q en J'. Merci pour votre attention.